sauf dans presque tout est vrai dans le livre journal. Voilà. En revanche, alors ce qui est amusant, c'est que dans le même numéro du Lancet, il y a un article, alors lui qui est extrêmement sérieux et qui est démontré, dont la vérité est démontrée depuis très longtemps, et qui explique qu'il y a un produit qui est utilisé dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, qui présente l'intéressante particularité de n'avoir absolument aucun résultat dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, en revanche d'envoyer directement les utilisateurs au cimetière. Alors ça, personne n'en parle. Pourquoi ? Parce que ce médicament est en train de battre tous les records de vente dans le monde entier. Alors il faut attendre que les gros laboratoires se soient fait un peu de blé avec ça, et puis après on dira non, c'est une erreur, on s'est trompé. Je vous signale que c'est ce qui s'est passé avec le Vioxx, c'est ça, hein ? Oui. Vioxx, dont on savait depuis le début que c'était un truc dangereux qui tuait, et qu'on a laissé vendre parce que c'était la plus grosse vente de produits pharmaceutiques du monde pendant des années, ce qui fait que les laboratoires qui le fabriquaient s'en sont foutus plein les poches. Et puis là, en plus, cette année, ils viennent de se donner les gants de dire nous qui sommes responsables, nous avons pris la décision, en dépit de l'énorme perte financière que ça représente, d'abandonner la vente du Vioxx et de rappeler nos ventes de rappeler nos boîtes. Ce qu'ils oublient de nous préciser, c'est que cette année ou l'année prochaine, le produit arrive en fin de stock. Non, pas en fin de stock. Oui, ils peuvent tomber dans le domaine public. Voilà. Ils tombent dans le domaine public. Je vous dis, mais des voyous. On est entouré de voyous. Mais c'est fabuleux. Quand on a commencé, on s'arrête plus. Voilà. Bon, on va quand même arrêter 2 minutes parce que... C'est une auditrice. Non. Serge de Beketch, ne savez-vous pas qui a causé le trou de la sécurité sociale ou ne voulez-vous pas le dire ? Pourquoi ne dites-vous jamais la vérité là-dessus ? Vous voulez que je vous dise que c'est le fait que les pays exportateurs de main-d'œuvre, clandestines ou officielles, ne payent pas. Je peux le dire, c'est pas. On l'a dit inlassablement. 1000 fois, je l'ai écrit 1000 fois. La dette de l'Algérie à l'égard de la sécurité sociale en France, elle est plusieurs dizaines de milliards. Ils ne payent jamais. Donc, quand les Algériens viennent en France, ils sont soignés gratuitement. La sécurité sociale paie les hôpitaux, les médecins, les patins, les couffins, etc. Et ensuite, la sécurité sociale française envoie au gouvernement algérien, au gouvernement tunisien, au gouvernement, la facture en disant cette année on a dépensé tant pour vous, veuillez nous. Les gars disent merci, bien reçu votre facture. Nous attendons la facture prochaine. Voilà, et ça fait 10 ans que ça dure et ça se monte à des sommes absolument colossales qu'ils ne pourront jamais rembourser. Donc, en plus, les immigrés qui se font soigner gratuitement dont vous parlez, en plus ils envoient des colis de médicaments au pays. Mais je crois que j'ai raconté à l'antenne l'autre jour, sous mes yeux j'ai vu un gars qui visiblement venait de débarquer, en tout cas ça faisait pas longtemps qu'il prenait des leçons de français. Il n'avait pas eu le temps de débronzer parce qu'à Paris on bronze quand même moins, donc il n'a pas perdu son bronzage. Donc j'en ai conclu qu'il venait d'un pays ensoleillé et il a acheté devant moi un produit qui est un substitut de l'héroïne. Je ne sais plus comment ça s'appelle, les gens n'utilisent pas beaucoup. Hein, Méthadone. Oui, peut-être. Elle connaît, Victoria. Mais Victoria, c'est une vieille addict, il faut le savoir, elle se shoot. Bon, et donc, le pharmacien m'a dit, mais c'est incroyable, enfin, vous le faites pas payer. Il m'a dit, non, il a la carte Paris Santé. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir 10 médecins, il se fait faire 10 ordonnances, il fait donc 10 pharmaciens, il achète 10 fois gratuitement sa machin truc, là, bêta, ouais. Bon, enfin, peu importe. Et ensuite, il va vendre ça sous le métro. C'est tout bénef, quoi. Voilà, c'est tout. Ou alors, il envoie des colis à la famille. Mais bien sûr, mais c'est normal, d'ailleurs. Moi, si je pouvais se soigner gratuitement et envoyer des colis à la famille. Si c'est un substitut de l'héroïne, il faut en envoyer un maximum, alors. En plus, tout à fait pour. Voilà. Et alors que j'étais collaborateur à Toulon de Le Chevalier, la bibliothèque de Toulon n'était pas abonnée au livre-journal. Ouais. Alors donc vous avez les abonnements, vous avez la publicité, parce que lorsque vous regardez la publicité des grands journaux, c'est peut-être la moitié de publicité étatique. Là, je voyais dans le Figaro aujourd'hui la SNCF qui fait une énorme publicité. Ouais. Vous avez la Sécurité sociale, une énorme publicité. Mais on comprend, parce que, écoutez, imaginez que les gens qui veulent voyager par le train en France décident d'un seul coup de faire appel à quelqu'un d'autre que la SNCF. Oui. Hein, ou alors, les gars qui sont malades, ils vont se faire rembourser par une autre association
que la sécurité sociale, ou si vous voulez acheter du gaz, vous décidez de ne pas faire appel à la Caisse de France. Des choses comme ça, vous voyez. Ça sera embêtant pour ces entreprises. Donc on comprend qu'elles fassent de la pub quand même. Alors, d'ailleurs, je signale aux auditeurs, la publicité de la SNCF, ça vaut son pesant d'or, parce que il y a juste une fois le mot grève, hein, mais tout juste. Pour parler des plages. Alors que c'est l'essentiel, je dirais, des défauts actuels. Ah non, ils s'engagent toujours que les trains vont arriver à l'heure, etc. Bon, mais alors, il y a tout de même une fois le mot grève, je crois. Sauf incident indépendant de notre volonté. Voilà, mais même, ils ont prononcé tout de même. Bon. Vous avez remarqué qu'à la SNCF, à la RATP, on ne parle jamais de grève, on parle de mouvement social. Oui. C'est-à-dire que la différence entre le mouvement et le mouvement social, c'est le mouvement. Oui, quand les choses sont arrêtées, ça s'appelle un mouvement social. Quand tout s'arrête, il y a mouvement. Oui, c'est ça. Alors, j'ai mis en scène ces parlottes et ces fêtes parce que le gouvernement actuel, successeur des autres, image clone des autres, bien entendu, ne fait aucune réforme. Ça ne bouge pas du tout ce qu'ils appellent des réformes. Il n'y a pas de réforme, mais ils font des parlottes et des fêtes. La parlotte, ça veut dire on s'occupe de vous, gna 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 gna, et puis dans la parlotte, il y a la fête. Alors ça, c'est ce qui est ahurissant quand on lit votre bouquin, c'est de découvrir à quel point ces gens-là passent leur temps à bouffer et à boire. Ils ne font que ça. Alors, ils organisent une vague commission, une commission de réorganisation des commissions qui s'occupent de réunir des commissions. Vous savez, c'est la fameuse histoire des organisateurs de tombola, à profit des organisateurs de tombola. Et puis, naturellement, il faut manger. Alors, à midi, on se retrouve dans un restaurant, puis l'après-midi, on fait un petit cocktail quand même, en fin d'après-midi, pour célébrer le fait qu'on a lancé une nouvelle commission. Donc, on inaugure cette commission le lendemain, avec un déjeuner, et puis on se réunit après pour faire un cocktail pour saluer les premiers travaux de la commission. Ça n'arrête pas. Voilà. Moi, j'ai de l'admiration pour la contenance. Alors, ils ont énormément d'imagination dans la dénomination de ces parlottes. Je vais les citer parce que c'est vraiment drôle. Il y a les assises, il y a les grandes conférences, il y a les sommets, les états généraux, les grands congrès, et puis alors, il y a aussi les forums, les journées, les semaines, les colloques, les missions, mais alors chaque fois ils choisissent quelque chose de différent. Et puis même, ce qui est extraordinairement drôle, il y a les grands-messes, ils disent ça, on vous invite à une grand-messe. Alors pour des gens qui vont rarement à la messe, c'est plutôt comique. Alors j'ai appris, bon, on va peut-être pas livrer un grand secret, mais que vous vous êtes intéressé aussi il se pourrait que vous soyez intéressé par un journal qui vient de paraître, un trimestriel qui vient de paraître, et qui s'appelle Le Cri du contribuable, que j'ai regardé et qui est absolument remarquable. Tout à fait remarquable. C'est nos amis le contribuable associé qui font ça. On en a parlé beaucoup sur cette radio déjà, mais là c'est un livre qui manquait, et un journal qui manquait. Et quand je l'ai lu, j'ai téléphoné à Michel Defonson en disant j'étais quand même étonné de ne pas trouver votre signature dehors, parce que c'est exactement le même esprit. C'est la dénonciation des incroyables abus. Écoutez, si on avait fait ça, si les gens du pouvoir avaient fait ça sous l'Ancien Régime, mais la Révolution aurait eu lieu au XIVe siècle. Ah oui. C'est incroyable. On est dans un régime de gangsters purement et simplement. De gangsters dangereux, en plus, qui nous ruinent. Et quand ces gens-là osent dire que la monarchie a coûté cher aux Français, mais ils se foutent du monde. Je publie dans le Libre Journal là, un mot de comment s'appelle-t-il cet excellent garçon qui est un spécialiste de ces questions, un historien, je ne vais pas le retrouver bien sûr, et si voilà, c'est Emmanuel Leroy-Ladurie qui dit: la France reste un pays où, en 2004, le pourcentage des avortements, 220 000 par an, a égalé le taux de mortalité des bébés âgés de moins d'1 an au temps de Louis XIV. Peut-on vraiment parler de progrès? Bon, ça c'est un exemple, mais il y a 1000 autres exemples du fait que la monarchie était un régime qui était infiniment supérieur à cette république de voyous dont nous crevons depuis 2 siècles. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans, ce que je signale dans tous mes livres, c'est que l'essentiel du vol, c'est un vol légal, c'est-à-dire il fabrique la loi. Bah oui. Voilà. Bon, par exemple, il y a un ancien ministre, je trouve très malheureux, le pauvre, il a perdu son ministère. Bon, eh bien, le gouvernement vient de créer spécialement une fonction pour lui, et c'est même tellement drôle comme fonction, ambassadeur en mission pour la prévention des conflits.
Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller là où on se bat au Soudan, écarter les bras et dire ne vous battez pas. Donc, eh bien, ça c'est parfaitement légal. La nomination est légale et probablement le bénéfice mensuel est de 100 ou 150 000 francs avec des voyages. Puis évidemment, il n'y aura pas au Soudan, il y aura plutôt à New York. Et encore, s'il emmène Bobonne, ça va. Parce que maintenant, c'est Bobonne, on emmène Bobonne partout. Chirac, il ne se déplace pas. Alors, c'est légal. C'est Luc Ferry, si je me trompe pas. Eh ben, je crois, voilà, je cherchais le nom. C'est Luc Ferry, donc il emmènera Madame, ça c'est sûr. Voilà, alors. Non, mais c'est le vol légal, puisque il est couvert par la loi, donc c'est le vol en première, là, carrément. Merci. Alors, oui, toi, Vinny, tu n'es pas allé en prison, tu es allé en Géorgie, là. Oui, j'ai échappé, on était en Géorgie. Alors, regardez ce que j'ai dit, peut-être ce que vous voyez, parce que les... c'est un magnifique drapeau. On dirait un... Ah, c'est beau, c'est un drapeau, donc à croix, un drapeau blanc, avec une immense croix rouge qui coupe le drapeau en 4 parties, et chacune des 4 parties blanches est porteuse d'une croix de Malte rouge. Voilà, c'est ça ce qui remplace le marteau et la faucille en Géorgie. On peut dire que l'esthétique générale du projet y a gagné quand même. Moi je dirais ce drapeau-là, c'est un soufflet pour toute l'Union européenne. Avec sa trouille de mentionner le mot même chrétien. Et on ne peut pas être plus chrétien dans un programme comme ce drapeau. D'ailleurs, ils nous l'ont dit. Ils ont dit, nous vous considérons, vous, nos frères chrétiens, comme des dégénérés. Puis la deuxième demande, important aussi, un échographe. Parce qu'elle a trouvé un échographe là pour aider les jeunes filles quand elles voient la moindre chose où l'on peut leur dire ça, c'est le nouvel enfant. Alors c'est gagné. Quand c'est bien encadré, il faut faire attention. Parce que... Toi, tu es partisan de l'échographie comme outil de lutte contre l'avortement. Oui. Nous, on le fait un peu ici à Paris. Quand il y a certaines filles qui doutent trop, on paye pour 53 € une échographie, mais il faut que ça soit bien encadré, parce que si c'est des assistantes sociales qui le font, ils disent oui, c'est rien du tout, on peut l'enlever. Tout dépend comment on présente l'échographie. Je comprends mieux pourquoi depuis quelque temps il y a une espèce de campagne contre l'échographie. Qui s'abrite sous des prétextes médicaux. On dit c'est dangereux l'échographie. Dans le film Genesis, au milieu de la vie des petites bêtes qui se reproduisent, il y a une photographe, il y a une échographie, ça a été prêté, enfin ils le disent dans le générique, c'est absolument bouleversant. C'est extraordinaire. Mais la chose la plus bouleversante que j'ai vue récemment, ça c'est une photo dont je voulais parler, c'est une photographie d'un petit garçon qui s'appelle Samuel Armas, qui a été prise au moment où il était atteint de spina bifida, c'est-à-dire d'une mauvaise malformation de l'épine dorsale. Ça a été identifié à l'examen échographique, je pense, et le médecin a décidé de faire une intervention. Donc il a fait une intervention en ouvrant l'utérus de la maman, et il a opéré à l'intérieur de l'utérus l'enfant, il a réparé la spina bifida. Et alors, il y a une photographie qui a été prise par un photographe américain qui s'appelle Michael Collins, qui travaillait pour USA Today, qui est un document, tu l'as pas vu ça, hein, qui est prodigieux. C'est Rémi Baird qui m'a envoyé ça. Donc on voit l'orifice, le trou qui a été fait par le médecin dans le ventre, dans l'utérus, et la main du bébé sort et a empoigné le doigt du chirurgien. Cette photo, oui. C'est stupéfiant. Et alors, donc j'ai fait une petite enquête pour savoir à quoi ça avait abouti. Et il y a une lettre, j'ai trouvé une lettre des parents qui ont envoyé ça, parce qu'à la suite de cette photo, ils ont reçu des milliers de lettres du monde entier pour leur dire, bon, on veut savoir ce qui est devenu Samuel. Et les parents répondent en disant, Samuel a maintenant, à l'époque il avait 3 mois, les médecins l'ont examiné, il est très bien, il marchera, c'est un enfant sauvé, quoi. Mais cette photo de cette toute petite main, vous l'avez vu, docteur Portalez? C'est un document prodigieux, vraiment. On voit cette toute petite main qui est minuscule, qui sort par le trou et qui attrape le doigt du chirurgien, c'est bouleversant. Enfin, ces échographes en France, il faut se méfier. Maintenant, tous les hôpitaux sont équipés de ces échographes qui, au début, étaient très chers, mais maintenant, c'est des prix
abordables, donc ils les ont tous. Mais dès que c'est des avorteurs, je me méfie terriblement. Il suffit la moindre déformation et crac, on dit, écoutez, vous voyez bien, vous allez quand même pas, etc. Et voilà, c'est cuit. Mais il faut que ça soit dans les mains chrétiens. Mais là, ça peut être vraiment un magnifique outil. Donc, je répercute cet appel-là. Alors, donc, nous répercutons l'appel de la princesse Murat, qui cherche un appareil d'échographie d'occasion pour sa maison verte, qui s'occupe d'accueillir des jeunes mamans géorgiennes, et puis qui cherche aussi des stages de travaux manuels, jardinier, cuisinier, boucher, maçon, franc, ou pas d'ailleurs. Peut-être qu'on pourra envoyer chez le père Argouache quelques Géorgiens qui participent à la construction d'une église catholique. Pour voir ce que c'est une école. Une église catholique, n'est-ce pas? Voilà. L'UNEC, tu nous donnes l'adresse à laquelle on peut t'envoyer. Alors, UNEC, boîte postale 70-114. Philippe. Alors, Michel Poniatowski a toujours nié être l'inspirateur du regroupement familial chez Jean Ferré il y a une dizaine d'années. Il déclarait que c'était M. Stoléru qui l'avait imposé à VGF. Ça balance dur, hein? Ça balance. C'est tout pour les messages pour le moment. Mon cher Roger, bonsoir. Bonsoir. Cher docteur Plantet, bonsoir. Alors, docteur Plantet, je vous ai demandé de venir ce soir, pas comme médecin, enfin encore qu'on parlera peut-être, on évoquera un sujet. Ça vaut la peine. Hein. Oui, on va en parler, bien sûr. Mais avant, je voudrais dire que c'est eu égard à vos origines algéroises que je vous ai demandé de venir ce soir, puisque avec Roger, on va parler pendant quelques minutes de l'Algérie. Le motif étant, même les auditeurs de moins de 30 ans l'auront compris, la célébration telle qu'elle est faite aujourd'hui en France de la Toussaint sanglante de 54, qui est le point de départ de la guerre d'Algérie, officiellement en tout cas, et dont on a donné ces temps-ci sur toutes les radios, sur toutes les télévisions, une version. Cette fois-ci, ça dépasse tout ce qui est pensable. Parce que moi, je fais partie des gens qui se sont battus toujours pour le souvenir des soldats qui ont combattu en Algérie. Chaque fois, on montait au créneau, mais là, ça n'est plus possible. Devant un tel déferlement de toutes les télés, de toutes les radios, de toute la presse, avec l'emploi de mots qu'ils n'osaient jamais employer jusqu'à présent. La colonie française, enfin, tout ça est proprement honteux, scandaleux. Ne viennent parler de l'Algérie que des gens qui ont trahi. C'est exactement comme si pour parler de la résistance, il y avait des mecs qui ont collaboré avec les Boches qui venaient parler. Alors ça les emmerde quand on dit ça, mais c'est la réalité. C'est la réalité des faits. Alors, c'était des braves gens, mais des braves gens qui n'étaient pas heureux. Mais enfin, nous, quand nous sommes arrivés là-bas, moi, en tant que soldat, quand je suis arrivé là-bas, je suis avec mes copains. On avait quand même des idées, parce qu'il paraît aussi qu'on n'avait pas d'idées, qu'on était des soulards. On pensait qu'à se saouler la gueule, on pensait à rien, on pensait qu'à violer, à tuer. Mais enfin, tout ça est proprement scandaleux et ridicule. Nous, comme nous sommes arrivés, eh bien, nous rentrions d'Indochine. C'est quand même l'Indochine, les soldats d'Indochine qui ont encadré les appelés qui sont venus en Algérie. Mais nous avons décidé que c'était fini. On était partis d'Indochine, on nous avait fait perdre en Indochine, eh bien, on ne partirait plus. Parce que là, il y avait l'Algérie et il y avait le Sahara derrière. Et l'Algérie et le Sahara, c'était l'avenir de la France, l'avenir de la jeunesse française et même l'avenir de l'Europe. Parce que si nous avions gardé l'Algérie et le Sahara, eh bien, l'immigration ne se serait pas passée de là-bas vers ici, mais d'Europe vers là-bas. Parce que ce que les Juifs ont fait dans le petit désert du Sinaï, on pouvait en faire 10 000 fois plus au Sahara pour la jeunesse de France et pour la jeunesse d'Europe. Bien, tout ça, c'est totalement oublié. On était des bœufs, des abrutis, des connards. Enfin, il faut entendre un peu ce qu'ils racontent sur nous. Enfin, il faut quand même pas oublier qu'on parle du soulèvement de 1954. J'ai amené des photos, là. Voilà les photos. Les photos de ce qui s'est passé. Bon, moi, j'ai vu les types à El Yaldia, les gosses massacrés, des petits gamins, les femmes enceintes éventrées, les gosses cloués, avec des pioches sur les portes. Enfin, c'est pas un type tout seul qui fait ça. Il faut qu'il y ait deux gars au moins qui tiennent le gosse et qu'un autre manie la pioche. Alors on vient de nous dire, oui, mais c'est du passé tout ça. Mais nous, on veut bien que ce soit du passé.
Moi, je veux pas la guerre éternelle. Moi, je veux qu'on s'entende demain avec les Algériens. Ils sont indépendants. Enfin, on vient nous expliquer la dernière guerre civile qui a duré 8 ans en Algérie, là, on n'y est strictement pour rien. On n'y est strictement pour rien. Alors, pour revenir au début de la chose, quand nous débarquons là-bas, nous trouvons un pays qui n'est pas mal, où les Français ont fait beaucoup de choses, mais il y a des problèmes d'administration. Mais tous les administrateurs, tous les gouverneurs généraux en Algérie étaient socialistes. C'était une chasse gardée socialiste. Si dans les Oreste et Mencha, les gars n'avaient vu personne depuis des années, comme dans certains coins, ben c'était pas de notre faute à nous. Nous, on a fait notre travail, on a fait notre boulot. Et là, ce qu'on vient parler des pieds noirs, enfin, là, au sujet des musulmans, j'ai la petite note là que j'ai faite, de fin 1954, c'est-à-dire au moment de l'insurrection, à 1956, le FLN avait déjà assassiné 4500 musulmans algériens, en grande majorité des anciens combattants. Et il y en avait 3000 qui avaient disparu, qu'on n'a jamais retrouvés. Germaine Tillon, qui était socialo, coco-socialo, avait fait une grande étude qui a toujours fait force de loi dans les histoires d'Algérie. Elle dit il y a en Algérie 19 400 colons, 7 432 possèdent moins de 10 hectares, 12 000 sont de véritables grandes propriétés, 3 000 sont riches, une dizaine très riches. Sur près d'1 million d'Européens, on peut dire que cela ne représente même pas la norme métropolitaine. Bon. Alors on a là raconté un certain nombre de choses, et maintenant le fin du fin, c'est de faire dire aux Algériens que l'occupation, puisque maintenant c'est même plus la présence française, c'est l'occupation française en Algérie, c'était pire que l'occupation allemande en France. Mais enfin, lorsque les Allemands sont partis, il n'y a pas 5 millions de Français qui ont voulu partir s'installer en Algérie, en Allemagne. S'ils sont vraiment tellement malheureux, si on est vraiment tellement des salauds, mais qu'est-ce qu'il faut ici? Là, dans France Soir d'hier, il y a l'histoire d'un gars qui dit il était félaga. Voilà. Oui, c'est d'hier. Voilà, note. Je l'ai là. Oh, je vais la trouver. J'étais un félaga, un dénommé Hassen Kekai. J'étais félaga. Bon, ben le gars, il était félaga, mais il est en France. Qu'est-ce qu'il fout ici? S'il était félaga, il dit on n'arrêtait pas de m'arrêter. Il dit j'ai été arrêté 10 fois alors que je faisais rien. Je faisais partie du FLN, je ramassais de l'argent, je distribuais des tracts. Mais enfin, il ramassait de l'argent. On sait comment l'argent était ramassé. On sait quand même à Barbès ou ailleurs le nombre d'Algériens qui ne voulaient pas filer d'argent au FLN qui ont été assassinés. Alors moi je veux bien qu'on tende la main à l'Algérie. D'abord que ce soit ceux qui se sont battus, à qui on demande leur avis. C'est pas à ceux qui ont trahi de donner leur avis. C'est pas à ceux qui ont trahi de dire ce qu'il faut faire. Nous, parmi les gens qui se sont battus, nous sommes un certain nombre à aimer tellement l'Algérie et à avoir laissé notre sang là-bas et beaucoup de copains pour dire bon ben c'est la paix. Mais qu'ils commencent eux aussi. On n'a pas à demander pardon, parce que dans toutes les pages des journaux aujourd'hui, il faut demander pardon. Eh bien merde, moi je ne demanderai jamais pardon. C'est clair, net et précis. Et nous n'avons pas à demander pardon. Alors, la pourriture est tellement installée dans notre malheureux pays que là, dans le Parisien d'hier, enfin du Parisien le 2 novembre, donc avant-hier, il y a une brave fille, son père était harki. Bon, mais cette fille, donc, est française, son père vit en France, elle vit en France, mais qu'est-ce qu'elle dit, cette fille? Il avait choisi en 1956 de s'engager dans l'armée française, trahissant ainsi l'Algérie, qui n'était pas encore un pays. Parce que son père qui s'engage en 56 dans l'armée française trahit l'Algérie. Voilà ce qu'on fait dire. Voilà ce qu'on fait dire à des fils. Enfin là, en l'occurrence, une fille de harki. Et puis tout. J'ai pris le Parisien, mais François, c'est pareil. Tout est pareil, absolument pareil. Et hier soir, je suis tombé sur une émission à la télévision, sur l'Algérie, de M. Rothman et autres. Bon, eh bien.
Mais j'ai changé de chaîne immédiatement. J'en ai vu 2 secondes. Hein, c'était c'était des sauts de merde, quoi. Mais il n'y a pas d'autre mot, c'est pas poli, mais c'était des sauts de merde sur la France, sur notre armée, sur ce que nous avons fait. Hein. Alors, tous ces braves gens qui, 1 million de jeunes Français ont subi l'Algérie. On entend ça aussi, ils ont subi, ils se réveillent la nuit parce que les félagas sont sous le lit, ils peuvent plus dormir, ils sont torturés. Mais enfin, mais de qui on se fout? Mais de qui on se fout? De qui se moque? Et parmi ces 1 million de mecs qui sont allés là-bas, tout le monde laisse dire, tout le monde laisse faire. C'est les cocos et les traîtres qui racontent leur histoire, qui racontent leur guerre d'Algérie. Mais dans tous les journaux, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on pouvait se battre, parce que avec toutes les bonnes femmes qu'on violait, on passait notre vie à violer, on passait notre... Enfin, mais c'est quand même honteux, c'est scandaleux. Ça ressemble à quoi tout ça, hein? Parce qu'enfin, la guerre d'Algérie, moi je l'ai fait dans des unités qui ont saigné, hein? Eh bien, de 1954 à 1962, nos troupes ont eu 17 456 tués, dont 5 966 par accident de la route, hein? Voilà, c'est les chiffres officiels. De 1954 à 1962, nos troupes ont eu 17 456 tués, dont 5 966 par accident de la route. Sur ce total, il y a eu 6 059 appelés. Pour la seule année 62, les services compétents de la gendarmerie donnent pour la France métropolitaine le chiffre de 10 125 tués sur les routes. C'est clair, net et précis. Hein, tout ça, il n'y a quand même pas. Bon, en plus, on oublie quand même de dire une chose, il y avait plus de musulmans dans l'armée française que dans le FLN, en Algérie, en Tunisie et au Maroc. Parce qu'il y avait des bandes armées, des katibas en Algérie, mais le gros de l'armée du FLN était en Tunisie et au Maroc. Eh bien, il y avait plus d'Algériens, de musulmans dans l'armée française à cette époque qu'il n'y en avait dans le FLN. Bon. Tu veux que je te donne de quoi te réconforter? Oui. Le 1er novembre 2004, Pierre Péan était invité sur Europe 1 chez El Kabash pour son livre Main basse sur Alger. Selon Péan, la venue des Français était uniquement motivée par le vol. Or établi d'Alger. Bon, il faut quand même savoir que c'est toutes les cours d'Europe qui avaient demandé à la France de remettre de l'ordre dans la Méditerranée. Bon. Le même jour, Benjamin Stora, qu'est-ce qu'il a fait, à 2000 ans d'histoire sur Inter, a parlé de Constantine, passant sous silence ce que tous les couilles racontent. Le 20 août 55, 171 Européens tués, dont un tiers d'enfants. Mais et alors là, c'est quand même. Je te le lis. J'espère que tu vas pas t'évanouir, te trouver mal, mais on débloque sur l'Algérie, mais c'est la gauche qui contrôle tout. Gauche mise au pouvoir grâce au soutien de Le Pen. Oui, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Comme disait le docteur tout à l'heure, le docteur Dor. Est-ce qu'on va leur répéter 45 000 fois que c'est Chirac et ses amis, ce sont Chirac et ses amis qui ont fait voter Mitterrand et qui ont amené Mitterrand au pouvoir. Mais on l'a dit, on l'a écrit, que ce monsieur m'écrive, je lui enverrai tout ce qui est sorti des bouquins où c'est expliqué depuis longtemps. Mais en ce qui concerne aussi la guerre d'Algérie et les combats en Algérie, Siyazdine, qui fut un chef du FLN, on lui a posé la question: l'armée française savait-elle s'adapter à votre combat? Et que répond Siyazdine: le contingent qui se trouvait en Algérie, malgré lui, n'était pas trop motivé. Restaient les professionnels, les parachutistes et la Légion. Que l'on ne s'y trompe pas. Celui qui prétend que l'armée française se battait mal est un con. Franchement, c'est Siyazdine qui dit ça. Mais même si c'est un compliment pour les unités qui se battaient contre eux, je tiens à dire une chose, c'est que la majorité des régiments parachutistes en Algérie, sauf la Légion, la majorité des régiments parachutistes en Algérie étaient à base d'appelés. Et les régiments qui se sont soulevés pour essayer de garder l'Algérie française et qui ont fait le putsch étaient des régiments d'appelés, avec quelques régiments de Légion, mais les autres régiments étaient des régiments d'appelés. Et il n'y avait pas que des régiments paras.
Il y avait des régiments blindés, il y avait des gars aussi qui y croyaient. Les 3/4 des soldats que j'ai connus là-bas, eh bien, une grande majorité croyaient à ce qu'ils faisaient. Bon, il y avait des cons, des poivrons, des PD, comme dans toutes les armées du monde, quand t'as 1 million de types sur le terrain, mais les gars croyaient à ce qu'ils faisaient. Ils croyaient à ce qu'ils faisaient. Bon, alors il y a beaucoup de gars d'ailleurs qui sont partis coco et qui auparavant sont devenus de bons soldats. Et c'est ça qu'on ne nous pardonne pas non plus. Ils étaient beaux, ils étaient propres, ils étaient disciplinés et ils chantaient. Alors tu te rends compte un peu, c'était vraiment des salauds. Qu'est-ce qu'on faisait des enfants de la classe ouvrière? Les enfants de la classe ouvrière, on en faisait des gars qui tenaient la route et qui pensaient que l'avenir de la France, ça n'était pas de tout brader. Voilà le résultat de l'histoire. Mais c'est pas ce qu'on raconte aujourd'hui. Alors je pense quand même que c'est bien beau que moi je me suis battu, je suis pas pied noir, je ne regrette pas ce que j'ai fait pour l'Algérie française. Et je suis prêt à continuer. Mais je pense qu'il faudrait pas même que demain, parce que sans ça, ça ne va pas s'arrêter. Il faudrait quand même que tous les pieds noirs se réveillent. Il faudrait quand même que ceux qui ont fait la guerre d'Algérie, honnêtement et correctement, avec courage, se réveillent aussi. Il faudrait bien quand même qu'ils en aient marre un jour d'entendre raconter leurs exploits graveleux par tout un tas de feignants, de bons à rien, de déserteurs. C'est quand même totalement incroyable. Eh bien, je pense que l'année qui vient sera celle de la vérité. On va mettre quelques mois pour mettre ça sur pied parce que c'est long. Nous sommes un peu comme nos amis curés. On est obligé de trouver le fric, on est obligé de se défendre, on est obligé de se battre. Mais il faut donner un coup d'arrêt. Il faut foutre un coup de pied dans cette fourmilière. Sans ça, on sera bouffé et nos copains seront vraiment tombés pour rien. Merci Roger. Serge. Il reste 2 minutes, pardon, je croyais qu'on était... Oui, alors François Planté, je voulais vous donner la parole en début de deuxième partie. Je voulais juste dire que je vous ai demandé l'autorisation de passer un petit disque pour... On va écouter cette musique, mais peut-être après la coupure. Là, je vous ai demandé de venir pour donner la version du jeune civil que vous étiez, qui vivait en Algérie. J'aimerais que vous évoquiez rapidement... C'est difficile pour moi, c'est extrêmement douloureux de parler, parce que comme disait Roger, c'est... Dire que c'est un flot de merde, c'est bien en deçà de la vérité. En fait, moi, vous savez ce que je pense. Je pense que c'est de la magie noire et que la France est infestée jusqu'à l'os et qu'elle est possédée dans le sens le plus littéral. Et quand ça a commencé en Algérie, vous savez que je suis un peu médium sur les bords. Ça a commencé, je le savais pas à l'époque, mais on est passé d'un pays qui était littéralement paradisiaque. L'Algérie, c'était paradisiaque. Quand on entend cette racaille de merde venir ça et qu'on se souvient des années de l'école primaire dans les rues d'Alger, le respect, par exemple, qu'avaient les pieds noirs pour les vieux soldats dans le métro. Je me souviens un jour dans le bus, dans un métro des tramways d'Alger. Il y avait un vieux Chibani qui était là et qui rentrait. Un pied noir s'est levé, il lui a dit assieds-toi et tout, et l'autre s'est levé, il avait le salut militaire. J'étais ému comme tout. J'avais 6 ans, quoi. François, je vous donne la parole dans 2 minutes, le temps de la coupure technique. Nous continuons cette émission. Alors je demandais à François Planté, qui a passé toute son enfance, son adolescence et sa toute jeune maturité en Algérie, de nous donner en quelques mots, on ne va pas se lancer dans un grand discours là-dessus, mais de nous donner un petit paysage d'Alger, dont on dit aujourd'hui que c'était une ville occupée par la soldatesque qui écrasait les pauvres indigènes, violait les femmes, égorgeait les enfants, etc. Peut-être que François pourrait nous donner ses souvenirs à lui, comment il voyait Alger à cette époque-là. Ce que je pourrais dire d'abord, c'est que ce qu'on entend en ce moment, c'est tellement un mensonge tellement abyssal
que techniquement, c'est quelque chose qui est vraiment littéralement diabolique au sens le plus fort. Moi, je crois que ce que j'ai vécu en Algérie, c'est-à-dire ce que j'ai vécu avant, pendant et après l'indépendance, je pense que ce pays a été l'objet d'une infestation maléfique. C'est un sort qui est lancé sur la France et qui nous touche au plus profond. Et tout le reste, et toutes les autres explications ne sont pas tenables, parce que ce qui s'est passé, c'est terrifiant. Deux exemples, le 24 janvier où j'ai été blessé, le 26 mars, c'est une horreur insurpassable. Il y a eu quand même un nombre de morts hallucinant. Personne n'en a jamais parlé. C'était une horreur indépassable. Mais quand je suis, les souvenirs les plus anciens que j'ai d'Alger, je suis de 4 générations d'Algérie, ce pays était un paradis. Les gens étaient à la fois en excellente santé, ils étaient extrêmement sérieux. L'université d'Alger était une des plus élevées du pays. Quand on n'arrivait pas à passer le bac à Alger, on allait en France. L'université d'Alger, l'école de médecine était très largement au-dessus du niveau des chirurgiens parisiens, notamment parce que les chirurgiens d'Alger avaient eu l'intelligence de s'instruire auprès des chirurgiens américains. Donc les gens venaient se faire opérer à Alger et l'ambiance, les premières années, c'était une ambiance merveilleuse. C'est-à-dire l'unité dans la population était totale. Je vous racontais tout à l'heure l'histoire de ce pied noir qui se levait pour laisser sa place à un vieux soldat qui saluait, parce que pour l'ensemble de la population, l'armée, c'était un symbole absolument transcendant. On peut même pas parler de sécurité. Il n'y avait pas D'ailleurs, nous, on était effarés avant l'indépendance des crimes sexuels qu'il y avait en France. Toute cette pourriture de pédophiles, de pédales, de machin. Chez nous, c'était inconnu. Même le pauvre Luis Mariano, il s'était fait jeter. Et il disait, putain, on va pas recevoir Luis Mariano, c'est une pédé. Il va pas chanter à l'opéra. Et donc, il l'avait viré. Donc, l'ambiance est extraordinaire et la sécurité totale. Moi, je n'ai connu la France métropolitaine au début qu'à travers les récits de mes grands-parents. On allait en vacances en Haute-Kabylie, c'est-à-dire on partait toute la famille dans un vieux taco de l'époque, en passant par les gorges de Palestro. On montait au-dessus dans la forêt de Yakouren, au-dessus d'Alxer et de Bougie, qui étaient en dessous, donc des zones qui ont été après l'objet de combats violents. Personne au monde n'aurait pu imaginer. Il y avait 3 gendarmes dans le coin. Un jour, mon père, on est venu chercher à 3 heures du matin pour une femme qui était malade dans une mechta. Il est parti. C'était une tranquillité absolument totale. Les liens dans la population étaient extrêmement serrés parce qu'on avait toute une partie culturelle liée avec les... Moi, je suis désolé, mais je me sens plus proche d'un Arabe d'Alger que d'un Hollandais. En Bourgogne, les Hollandais me paraissent qui viennent nous voler nos maisons à 1000 années-lumière des petits Arabes avec qui on se castagnait dans les bas-fonds, parce que c'était ça. On allait au marché, ma mère me disait surtout, tu ne manges rien au marché, vous pensez que j'allais me manger Tu avais des sardines, tu peux pas imaginer, dégueulasse, mais vraiment. L'ambiance était merveilleuse et tout d'un coup, le truc s'est produit instantanément, c'est-à-dire les forces diaboliques qui régissent le monde ont décidé qu'à l'instant T, il fallait que ça commence. Et du jour au lendemain, ça s'est manifesté, il y avait des abstracts de la gendarmerie partout, le truc s'était enflammé, et pendant toute la durée, parce que pendant cette affaire-là, nous on a été soumis à cette bataille d'Alger où finalement on n'a jamais été en si bonne santé, parce que vivre dans le danger, il n'y a rien de mieux pour la santé. Mais finalement, la population musulmane a toujours été comme elle était avant, c'est-à-dire il n'y avait aucune différence, les liens étaient les mêmes, tout le monde était lié, la pénétration était extrême. Les histoires de grands propriétaires, sur les chiffres qu'a cité Roger, il faut dire quand même que sur les grandes, les riches, les 95% c'était ou des métropolitains, ou des sociétés d'exploitation de l'alpha, ou des hommes de gauche comme Blacher qui avaient des terrains d'alpha pour des sommes ridicules, ou des conglomérats suisses. Il y avait tous ces gens d'ailleurs qui cela payaient le FLN. Il y avait une espèce de vitalité qui s'est manifestée dans l'armée d'Afrique, parce qu'il faut bien dire quand même que si on a vengé l'honneur sur les champs de bataille, c'est nous, c'est pas les zombies qui viennent nous cracher à la figure. Et au moment où la bataille a basculé dans cette guerre d'Algérie, c'est-à-dire au moment où les FLN ont été écrasés, parce qu'ils ont été écrasés. Moi, ça me fait rigoler quand Yazdine, il vient donner son avis. C'était des gens qui s'adaptaient à notre combat tout à fait correctement, c'est ça qu'il nous dit. Il faut pas déconner quand même. Le jour où le premier rep les a arrêtés sur le barrage où ils ont mis 1500 mecs au tapis, c'était l'anniversaire de Cameron, c'était extraordinaire. Il suffit... Lisez l'histoire du premier rep.
Hein, moi, c'est le colonel Dufour qui m'a donné des renseignements de première main. Hein. Lorsqu'il y a eu le 13 mai, tout s'est arrêté d'un seul coup en Algérie. Hein. Le colonel Dufour me disait, on avait beau chercher, on trouvait personne, il n'y avait plus d'accrochage. C'était les faits disaient, mais alors la France est redevenue ce qu'elle était avant. Et un souvenir dont plus personne ne parle, c'est au 13 mai sur le forum quand un jour quelqu'un a dit, nos frères de la Casbah descendent, accueillez-les. Ça a été hallucinant le truc. Hein. Il y avait 50 000 Arabes qui sont arrivés, c'était une bouffée de joie où les femmes enlevaient leur voile en disant « On en a marre maintenant, il y en a marre, on a soupé de ces putains de voiles, il y en a feiné et tout ». C'était, et je me souviens de la femme qui disait « Nous saluons le capitaine Bernard qui commande la...» C'était un truc inouï, il y avait tous les camarades du lycée, s'ils m'entendent, ils doivent s'en souvenir. Et à cette époque-là, les gens du KGB, ils avaient dit c'est le premier axe vraiment contre-révolutionnaire. Tout s'est sidéré pendant un moment. Et Alger était dans une ambiance miraculeuse. Hein. Là, je passe sur le côté un peu mystico-métaphysique. Vous me connaissez, parce que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé des trucs en avance. L'atmosphère était totalement miraculeuse. Hein. C'était d'une beauté. Il y avait une puissance et une santé incroyables. Et je me souviens qu'on a été très proche de grands événements, parce que je crois que c'est Château-Jaubert qui m'a dit un jour que les officiers avaient prévu d'amener le prince de Bourbon-Parme, Hugues de Bourbon-Parme, et de lui confier la régence de la France. Ça s'est joué. Moi, j'ai compris quand j'ai vu arriver Neuwirth, cette espèce d'ordure. Hein. Je me souviens ce fils de Pichkoumat, je vais le dire en serbe, c'est moins grave, hein, qui est venu nous dire, allez les gars, un petit coup encore, criez Algérie française. Je le voyais, il se foutait de notre gueule, cette espèce de salope. Là. Et moi, j'étais là avec les camarades, j'ai dit, on est perdu, quoi. Et quand j'ai vu arriver De Gaulle, sur le 13 mai, je l'ai regardé, c'était un être improbable, une espèce de... Si on aurait été une espèce de boudin immonde avec une tête en forme de poire, irréelle, des grandes oreilles, enfin, une espèce de démon, mais du genre grotesque. Quand il a parlé, j'ai dit on est perdu, quoi. Et les camarades, ils m'ont dit quoi, t'es communiste et tout. J'ai dit on est perdu, dans 2 ans on est parti. Et je me suis pas trompé. À partir de là, on est rentré dans l'enfer. C'est-à-dire, pour moi, c'est comme s'il y avait une possession démoniaque sur l'Algérie. J'ai commencé à avoir des cauchemars horribles et j'ai vu changer l'ambiance, hein. Et notamment à partir des hauts fonctionnaires qui venaient chez nous, les tataclacs, parmi lesquels Chirac est venu, parce qu'à l'époque il profitait de l'accueil de grands bourgeois d'Alger, et notamment il était fourré chez nous au Club des Pins, qui était la plage la plus chic d'Alger, hein. Et déjà on voyait ces tronches de hauts fonctionnaires qu'on appelait les Frongawi, qui étaient la tête à claque par excellence, des têtes d'imbéciles, quoi, qui étaient là et qui savaient qu'ils venaient nous trahir tout en profitant, hein, des gens qui étaient très riches, parce qu'on avait une classe de gens très chics à Alger, hein, genre bien élevés. Alger, c'est une capitale, hein. Hein, c'est pas les petits blancs, comme dit cette espèce d'imbécile, quoi. C'était une grande ville, très belle, très chic, avec des gens extrêmement bien élevés, hein. Et dans la période, cette période extraordinaire où le pétrole est sorti du Sahara, il y a eu un regain de vitalité dans cette ville, c'était étonnant, quoi. On voyait arriver à Alger les camions, les berliers spéciaux, c'était le Texas. On voyait arriver les pétroliers qui claquaient un fric fou pour s'acheter des habits. Il y avait une vitalité étonnante. Moi, j'avais des camarades, quand j'étais encore en première année de médecine, qui allaient dans les usines de la Seine-Répal travailler pour se faire un peu d'argent. Il y avait une vitalité dans ce pays extraordinaire. On avait la meilleure armée du monde, donc il y avait une force physique, c'était palpable, quoi. Ce truc-là, c'était vraiment vampirisé. Cette espèce de pays merveilleux s'est réduit sous la forme de cet être effrayant, quoi. Je sais pas, cet être, ce golem infernal qui est venu nous injecter ce poison, et j'ai vu, ça a été horrible. Hein, le maximum, ça a été le 26 mars, hein, où ils ont instrumentalisé la gendarmerie, c'est extraordinaire, parce que la gendarmerie, c'est une arme sacrée, hein, c'est la police des routes du royaume. Le prévôt des maréchaux, il est à droite du roi de France dans les batailles, hein, donc la police des routes du royaume, c'est une tâche presque métaphysique, hein, la protection des carrefours. Ils ont réussi à infester la France par la gendarmerie, les sergents Massier du Louvre, c'est les premiers officiers de gendarmerie qui ont protégé le pont à Bouvines, qui avait une valeur tellement importante, quoi. Ces types ont inversé, hein. Et à partir de ce moment-là, la dégradation a été épouvantable pour arriver au dernier jour où les gens ont commencé à se sauver comme des fous, hein. Moi, mes parents voulaient à tout prix que je reste, ils sont restés, ils ont vu que je parte. J'ai passé 3 jours à l'aéroport, c'était horrible. J'ai vu des femmes qui se battaient pour avoir de l'eau pour leurs enfants, et les CRS qui rigolaient, quoi. Hein, s'ils existent encore, hein, que Dieu leur fasse une explication des images, quoi. Hein. Bon.
Cette dernière année a été terrifiante. Moi, je ne peux pas dire autre chose que ce qui s'est passé en Algérie, c'est une infestation démoniaque et ça nous colle à la peau. On ne peut pas s'en sortir. La seule façon de s'en sortir, c'est retourner là-bas. Il n'y en a pas d'autre. On ne peut pas inverser ce flux. Et quand je vois Siyazdine, c'est typiquement le poète arabe, c'est-à-dire celui qui va créer, nous étions dans la montagne, nous faisions la guerre. Quand il vient nous dire, je suis revenu à Alger pour lutter contre l'OAS, que nous avons repris maison par raison, je dis, non mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait mes parents qui étaient là-bas, jamais Alger était aussi tranquille que pendant cette période, parce que les accords de Suzini avaient calmé le jeu, il n'y a eu aucune guerre de quoi que ce soit, même pas d'enlèvement ni rien. Moi je suis retourné peu de temps après Alger. Mais ces gens-là, c'est des enfants, c'est des enfants avec cette cruauté abominable qu'on voit pendant cette guerre. On pourrait en parler. Ce que je peux dire, c'est que le contraste est tellement terrifiant que je ne vois pas d'autre explication qu'une action magique sur l'Algérie. Il faudra bien que, quand même, les gens comprennent que la réalité du monde, elle est terrifiante. Même que les francs-maçons, c'est très secondaire. Que c'est des muletas qu'on met devant les gens. La réalité, elle est horrible. Elle est dans les sacrifices d'enfants qu'il y a eu sous Louis XIV. Elle est maintenant dans des pratiques qui sont de la magie noire industrielle. Et l'Algérie a été totalement industrialisée dans cet aspect-là. C'est ce que je peux vous donner, si vous voulez, de plus original sur cette horreur. Alors quand je suis retourné à Alger et que j'ai vu la ville, c'était comme un squelette avec de la vermine dedans. C'était terrifiant, quoi. Au bout de 10 jours, plus d'un ascenseur ne fonctionnait, quoi. Cette ville, qui était une merveille, et c'est le plus grand vol de l'histoire du monde. Est-ce qu'on peut dire autrement que ça? Tout a été volé dans nos maisons, et on est parti avec rien. Ça a été dévasté, et le gouvernement me fait payer des impôts alors qu'il me doit tout le patrimoine de mes parents, qui ont quand même mis 4 générations, dont des Espagnols qui arrivaient en barque des îles Baléares, et 4 générations après, ils avaient gagné de l'argent. Et pas comme les têtes à claques style Juppé, style voyous de merde, parce que prétexte qu'ils ont fait 3 rédactions à Normal Sup, cette espèce de tête à claques avec ces cravates vulgaires, qui vont pomper l'argent de la République en venant pleurer. Enfin, ça, c'est peut-être encore plus démoniaque. Ces espèces de gros porcs qu'on voit rue de Varennes et tout, que tout ce que je viens de vous raconter. Enfin, l'un dans l'autre, il faut demander, si j'ose dire, il faut demander au bon Dieu de nous délivrer, quoi, parce que. Merci François, voilà. Merci, magnifique. Ça décape bien, ça fait du bien. C'est un numéro spécial également parce que nous avons 3 pages sur la Côte d'Ivoire et nous expliquons un peu mieux, je crois, que nos confrères, les événements dramatiques de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, je donne un seul exemple, que nous n'avons pas peur, nous ne nous croyons pas obligés de présenter Bernard-Henri Lévy comme un philosophe, comme la plupart de nos confrères. Nous n'avons pas peur de dire qu'il est actionnaire à 65% d'une société qui a abattu 90% de la forêt tropicale en Côte d'Ivoire. C'est un des éléments, ce pillage est un des éléments de la situation. Nous en citons d'autres que nos confrères gardent sous le boisseau. À propos de ça, d'ailleurs, pourrons-nous, ce soir, parler de l'intérêt de la France en Côte d'Ivoire et de ceux qui y sont pour peut-être se faire de l'argent? C'était dit tout à l'heure. Vous l'avez dit. Non, mais on peut pas reprocher aux gens. Moi, je ne reproche pas aux gens d'aller en Côte d'Ivoire ou n'importe où dans le monde pour se faire de l'argent. Je trouve ça normal qu'on ait envie de gagner de l'argent. Ce que je trouve anormal, c'est que on utilise la diplomatie française et au mépris des intérêts de la France pour ça, que ce soit des élus de la République qui fassent ça, et que en plus ils utilisent la force de frappe, la force, la matière humaine, si j'ose dire, et la vie de jeunes soldats français pour défendre des intérêts dans des pays où on n'a absolument rien à faire. La Côte d'Ivoire a pris son indépendance en 62, enfin son indépendance, oui, c'était une partie de la société, c'est devenu une succursale qui se débrouille, s'ils ont envie de s'entretuer, qui s'entretuent. On n'est pas chargé de maintenir l'ordre en Côte d'Ivoire, ou alors pourquoi pas aussi au Soudan, et puis à Bobo-Dioulasso, ou Suriname, ou je ne sais où. On s'en fout s'ils veulent s'entretuer. De toute façon, ils font ça depuis 10 000 ans, il n'y a pas de raison qu'ils ne continuent pas. Nous, on est un peu calmés de ce côté-là. Alors maintenant qu'on n'a plus... on se tue plus en Europe, enfin disons moins,
on va aller empêcher les gens de se tuer en Afrique, ils n'ont qu'à faire le même boulot que nous, ils n'ont qu'à réfléchir. Quand ils ont eu 6 millions de morts comme nous en 14-18, ils seront peut-être un peu moins enthousiastes pour aller se friter. Non, tout ça. Moi, je trouve que je serais absolument... Mais si j'avais un fils qui se battait là, qui est soldat et qui soit tué en Afrique, je crois que je deviendrais fou furieux. Bon, là, on diverge un peu du sujet qui nous intéresse, mais les langues, effectivement, sont un vecteur d'ouverture. Et alors, donc, Laurent Glosy, avec cette polysémie, c'est joli, ça. Polysémie. Polyglottie, oui, voilà. Alors, la multiplicité des signes ou la multiplicité des langues, c'est la même chose, car l'écriture est un signe. Et toc. Donc, avec... ça va tomber les fax. Ça va tomber les messages. Donc, avec ce talent, il a exploré un sujet qui, moi, me passionne depuis des années, qui est la question que l'abbé de Nantes avait... à propos de laquelle l'abbé de Nantes avait, on peut employer le mot sans exagérer, avait prophétisé, il y a 40 ans, le MASDU. Le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle. Et il y a 40 ans, et plus maintenant, puisque je crois que c'était dès 62, l'abbé de Nantes avait dit l'Église va... la spiritualité dans le monde va évoluer et emporter l'Église, la vraie Église du vrai Dieu, dans une espèce de délire syncrétique, et on assistera à des choses qui nous surprendront. Et il avait appelé ça donc le mouvement, il avait dit, parmi ces choses surprenantes, il y aura la naissance d'un mouvement, d'une religion mondiale, qui s'appelle, que j'appelle le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle, ce qui était génial. Le MASDU, c'est une très belle façon de résumer les choses. Et j'ai relu, tout à fait par hasard, ce matin, je relisais des lettres à mes amis et je suis tombé sur le discours que tenait l'abbé de Nantes à propos de ça, et en disant, vous verrez que on assistera à des choses absolument invraisemblables, et il disait ce qu'il envisageait. Au pire. Eh bien, aujourd'hui, on constate que le pire qu'imaginait l'abbé de Nantes, c'est le meilleur de ce qu'on pourrait espérer nous. C'est-à-dire, ça a pris une telle dimension, la prise du pouvoir par le mal et ses légions dans l'Église a pris une telle dimension que les pires craintes de l'abbé de Nantes sont dépassées. Alors le travail qu'a fait Laurent Glosy, c'est un gros travail de compilation, de lecture, de recherche, de vérification, et il a mis en lumière les mécanismes, il a mis sous le projecteur les gens qui sont les responsables de cette opération. Et il y a notamment un personnage qui est terrifiant, à la fois sur le plan de la personnalité et sur le plan physique, car c'est un démon, il faut le dire. Quand on le regarde, on a l'impression de voir un démon vomi par l'enfer, un petit démon, qui est un milliardaire, oui, tout à fait, qui est dans tous les coups les plus, dans le Conseil of Foreign Relations, dans les plus ou moins hybrides, enfin tous ces trucs un peu tordus, il est là, il entretient des relations avec les familles régnantes, pas les familles titrées, les familles régnantes, c'est par exemple un ami de Madame Blair à côté de laquelle il pose complaisamment, c'est un type qui s'appelle Zygmunt Sternberg, et qui est vraiment un personnage. On a l'impression que on s'attend toujours à le voir soulever son pantalon et faire apparaître des petits sabots fourchus. Il est absolument terrifiant. Et il joue un rôle capital. Et Laurent Glosy a analysé étudié la façon dont cette infestation démoniaque se réalise et est en train apparemment de réussir. Alors on a publié ce dossier qui fait 8 pages du Nouveau Journal. C'est pas courant qu'on publie un dossier de 8 pages, mais celui-là m'a paru particulièrement intéressant. C'est un dossier qui est qui est très documenté au sens éditorial du terme, c'est-à-dire il y a une demi-page de référence
rien de ce qui est avancé n'est avancé sans que ce soit, sans qu'on indique la source de l'information. Il y a quelques photos un petit peu surprenantes. Il y a la photo connue, mais moins qu'on le pense, de Jean-Paul II recevant sur le front le signe de Shiva par une prêtresse du tantrisme. Il y a des choses comme ça, tout Jean-Paul II avec les gens du Bnei Brit, Madame Blair, dont parlait tout à l'heure Goffman, qui elle aussi a tout à fait l'air d'une espèce de créature sortie d'en bas. Avec un sourire à la fois niais et féroce et un œil d'une tristesse accablée. Enfin, c'est très troublant. Alors, je vais reposer à Laurent les questions que je lui ai déjà posées à plusieurs reprises à mesure qu'il avançait dans ce dossier pour que vous décidiez, chers auditeurs, si ça vous intéresse de prendre connaissance de ce dossier. Moi, je l'ai trouvé passionnant. La première question, Laurent, c'est celle de savoir pourquoi vous avez décidé de vous intéresser à un sujet comme celui-là, parce que d'abord, c'est pas un sujet facile, c'est pas un sujet réjouissant. Non, effectivement. Et puis, c'est pas un sujet grand public. Parler de l'Église aujourd'hui, c'est pas très chébrant, quoi. Mais tout à l'heure, le baron disait qu'on avançait à grands pas vers la catastrophe. Effectivement. On peut remarquer que les événements se précipitent à grands pas. On ne peut pas dire le contraire. Ce qui m'a intéressé dans ce dossier, d'une part, c'est qu'effectivement, moi, je ne connaissais pas spécialement le phénomène du syncrétisme. Ce qui est passionnant, c'est qu'il rend compte d'une chose qui est réelle, c'est d'une chose surnaturelle. C'est-à-dire que il y a deux hiérarchies. Il y a la hiérarchie de la Sainte Trinité, puisqu'effectivement, avec notre Sainte Mère Marie, dont nous sommes les enfants, dont son divin Fils, et ensuite il y a les autres, ceux qui ne se reconnaissent pas dans la Sainte Trinité, et les autres, c'est-à-dire c'est tout le reste. Donc il y a deux hiérarchies. Il y a la hiérarchie de la Sainte Trinité et la hiérarchie du mal. Le mal, effectivement, essayant de vaincre la hiérarchie de la Sainte Trinité. La terre étant là-dedans le reflet de ce qui se passe dans les cieux. Donc effectivement, lorsqu'on parle de choses comme celle-là, on peut se demander, mais effectivement, comment ça se traduit ici-bas. Et lorsqu'on regarde de plus près certains textes, effectivement, on peut noter d'une manière tout à fait vigoureuse que ce combat qui a lieu dans les cieux est un combat qui est mené d'une manière acharnée sur terre. Donc ça, c'est le premier point. Donc on peut résumer en disant que le syncrétisme, c'est la lutte du démon contre la Sainte Trinité, en essayant bien entendu de noyer la Sainte Messe apostolique dans des religions qui ne sont pas des religions, qui sont des sectes, qui appartiennent à toute autre chose que la Sainte Trinité. Alors, tout à l'heure, Serge, vous parliez du Masdu, mais le syncrétisme a aussi été, je dirais, pris en note déjà au XIXe siècle par son éminence le cardinal de Bordeaux, qui était son éminence archevêque, dont je lis Ferdinand Donnet. Et là, il a une citation tout à fait intéressante. Il écrivait en 1854, dans Du protestantisme et de toute hérésie dans le rapport avec le socialisme, il écrivait ceci. Donc là aussi, on peut parler de paroles prophétiques. Les degrés de l'hérésie protestante, socinianisme, philosophisme, naturalisme, rationalisme, éclectisme, syncrétisme, panthéisme, mènent d'abîme en abîme jusqu'au gouffre sans fond où toute société s'anéantit. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui on est au seuil de l'anéantissement de notre société, je dirais occidentale, mais surtout de société chrétienne. Donc ça c'est tout à fait important. Ensuite, le second intérêt de ce texte, c'est un texte qui n'est pas spécialement connu en France. Il est d'abord l'œuvre de quelqu'un qui est remarquable, qui est Don Luigi Villa, donc qui est
un tout petit prêtre, non, c'est pas le terme, qui est un prêtre de 88 ans, qui est à Brescia. C'est ce fameux prêtre qui avait divulgué en quelque sorte des photos de la tombe de la mère de Paul VI, où il y avait des signes kabbalistiques. Ce fameux Paul VI est aussi ce seul pape qui, sur son cercueil, n'avait pas de croix chrétienne. Donc ce texte a été fait il y a quelques mois. Il faut quand même ajouter un détail, parce que historiquement c'est important, ça cible bien la chose. C'est que quand la révélation, quand les photos ont été montrées de la sépulture de la mère de Paul VI, c'était une petite sépulture qui était dans un cimetière normal, quoi. Il n'y avait pas de... Et les photos ont eu pour résultat que tout de suite on a élevé une muraille autour de la sépulture pour qu'elle ne puisse plus être vue ni photographiée. Donc ça veut dire que les révélations en question n'avaient pas fait hausser les épaules à tout le monde. Il y avait des gens qui avaient compris qu'il fallait cacher ça d'urgence. Voilà, c'est un détail de cette affaire. Donc on voit bien à travers cette affaire que Vatican II est une affaire qui est assez trouble. Et justement le syncrétisme le révèle avec davantage de force. Mais ça on va y revenir tout à l'heure. Ce qui est intéressant effectivement avec Don Luigi Villa, donc, c'est qu'il récidive, je dirais, par cet article sur le syncrétisme dans sa revue qui s'appelle Chiesa Viva. C'est un homme tout à fait sympathique, très modeste, ce qui ne gâche rien pour un prêtre, et excessivement pertinent. Ce qui est excellent là aussi pour un prêtre. Ça porte à rire, mais effectivement on voudrait avoir des prêtres comme ça. Alors c'est curieux parce qu'il n'a rien de... Ce n'est pas du tout un sédévacantiste ou quelqu'un qui appartient à la fraternité Saint-Pédis, non, tout simplement un prêtre. Il fait son boulot de prêtre, point final. Et apparemment il a l'air assez dérangeant. Et cet article a été repris en Allemagne par un théologien qui parle pas mal de langues latines, qui s'appelle Johannes Rothkrantz, qui est un travailleur acharné. Il travaille essentiellement la nuit. Donc, il en a fait une traduction en allemand avec des reprises qui lui sont personnelles, des lectures personnelles ou autres. Donc c'est un travail qui, à partir du travail initial, a été enrichi. Donc à partir de là, moi j'ai pris les deux textes, le texte italien, le texte allemand, j'ai fait la même chose. Et j'ai enrichi ça avec des textes anglais ou autres, pour essayer d'avoir, je dirais, un miel tout à fait très intéressant, avec des lectures personnelles ou autres, et des réflexions diverses, un travail de recherche personnelle bien évidemment. Donc ce travail m'a coûté, je dirais, dans le papier il fait 8 pages, mais personnellement il m'a coûté plusieurs mois de travail, parce que c'est quand même quelque chose qui reste assez insondé dans notre, je ne veux pas dire dans notre pays, même si c'est dans notre pays on n'a pas l'habitude de lire des articles sur le syncrétisme, c'est un sujet qui reste quand même assez caché. Voilà. Alors, je vais quand même vous soumettre une question intéressante d'un auditeur. Est-ce que l'intervenant peut nous dire d'où il détient des informations que la Sainte Trinité est une religion et les autres religions sont des sectes? A-t-il un téléphone rouge avec Dieu qui l'aurait peut-être informé? Alors, moi, je suis toujours étonné par les... Il n'a pas dit ça. Non, pas du tout, mais en plus, je suis toujours étonné par les gens qui vous disent, mais enfin, comment avez-vous le front de dire que votre religion est la seule vraie? Parce que c'est la mienne d'abord, et que si elle est vraie, forcément les autres sont fausses. Parce que ça, ça s'appelle le principe de non-contradiction. On ne peut pas être à la fois dans la vérité et dans l'erreur. Par conséquent, si ma religion est vraie et que les autres religions sont différentes, elles sont dans l'erreur. Voilà, elles sont fausses. C'est pour ça que je dis de la façon la plus tranquille, l'islam est une fausse religion, point à la ligne, même si ça ne va pas faire plaisir aux musulmans. Mais même sans cela, on peut montrer que l'islam ou d'autres religions, enfin, oui, mais c'est même sectes passant pour religion, on peut tout à fait démontrer, d'autres l'ont fait, comment ils ont été créés. Tout à fait. Il n'y a pas... Et ça, c'est le travail du chrétien, de dire tout à fait simplement où est l'erreur, puisque nous sommes effectivement, je dirais, des catholiques, des chrétiens. Mais ce qui est beaucoup plus grave, si vous voulez, c'est que ça, c'est une maladie qui s'est infiltrée chez les catholiques. Vous avez des catholiques qui vous disent
oui, moi je suis catholique, mais je ne prétends pas détenir la vérité. Alors mon vieux, il faut arrêter. Il faut faire autre chose. Et si vous prétendez pas détenir la vérité, vous n'êtes pas catholique, point la ligne. Je confirme tout à fait. Dimanche dernier, je distribuais des tracts pour annoncer cette journée du 21 novembre à la sortie de Notre-Dame des Armées à Versailles, et il y a une jeune femme qui m'a dit, mais comment pouvez-vous dire une chose pareille? Elle sortait de la messe. Oui, c'est ça. Et les bras m'en sont tombés. Écoutez, je peux pas... commode pour distribuer les tracts. Ce qui montre encore une fois, c'est qu'on a perdu, me semble-t-il, la véritable dimension de ce que représente le Fils de Dieu. Et à partir de là aussi, on est dans une traduction tout à fait symptomatique du déclin de notre société, puisque tout vaut tout, il faut tout tolérer, la vérité est partout, y compris dans l'erreur. Mais pour ce qui est de Sternberg, donc pour revenir sur l'ordre pontifical de Saint Grégoire le Grand, ce qui est très fort, donc Jean-Paul II lui le nomme effectivement chevalier de cet ordre, mais Sternberg, si on ne connaît pas son nom, on connaît effectivement les vagues qu'il a pu causer, ou du moins l'actualité dont il est l'initiateur. Prenons seulement 2 exemples. Il est l'initiateur de la visite de Jean-Paul II le 13 avril 1986 à la synagogue de Rome, donc ce n'est quand même pas rien. Et de 86 à 93, c'est lui qui s'évertue et qui réussit à faire expulser les sœurs du Carmel du camp d'Auschwitz. Donc on voit que c'est une personne qui est éminemment influente, c'est un très grand financier, et c'est lui qui finance l'URI. Vous savez, l'histoire de Sternberg décoré par le pape, ça me fait penser à un poulet qui décernerait des étoiles aux cuisiniers qui veulent faire rôtir. Chirac est titulaire de cet ordre. Ouais, bon, bravo. Ça, j'ai plus du tout envie de l'avoir. Alors, un auditeur dit, ayez le courage de dire que le judaïsme est une fausse religion, comme vous venez de le dire pour l'islam. Mais non, ça, je peux pas le dire, justement, parce que le judaïsme n'est pas une fausse religion. Le judaïsme, c'est le tronc sur lequel le christianisme s'est hanté. Pas sans H, pas H. Donc, c'est pas une fausse religion, c'est une religion passée, mais c'est une religion qui appartient à notre histoire. L'islam, oui, c'est une fausse religion. Mais d'ailleurs, certains, j'ai pas peur de dire que les religions, d'ailleurs, la peur n'a rien à foutre là-dedans. C'est des carabistouilles, tout ça. D'ailleurs, aujourd'hui, certains préfèrent parler, au lieu de parler de judaïsme, préfèrent parler de talmudisme. Oui, absolument. Moi, je parle plutôt aujourd'hui du Talmud. Le judaïsme n'existe plus. Le vrai judaïsme, c'est le christianisme. Voilà. C'est ce que disait encore l'abbé de Nantes, qui disait l'orthodromie du judaïsme, c'est le christianisme. Et puis, bon, maintenant, il y a un ritualisme qui s'appelle le talmudisme. C'est tout à fait autre chose. Alors je citerai également une autre double page assez remarquable de notre ami Mani Fassier, universitaire distingué à Montpellier, qui nous prédit, c'est le titre de son article un peu sensationnel, que la prochaine cible des États-Unis, ce sera l'Iran, qui serait bientôt bombardé. Et il faut dire que c'est pas du jus de crâne, c'est-à-dire qu'il procède à une revue de la presse américaine, plusieurs dizaines de citations qui rappellent étrangement les propos de la presse américaine au sujet de l'Irak dans les mois qui ont précédé l'agression. C'est vraiment un article très très sérieux, très très documenté. Est-ce que vous pensez vraiment que on peut prévenir le cancer si on arrive à comprendre la genèse de cette maladie, les modes d'apparition ou les modes d'acquisition, si j'ose dire, de cette maladie? Mais la prévention, elle est simple. D'abord, on l'a. Je ne sais pas si vous connaissez le docteur Gernès, dont j'ai beaucoup parlé, et qui, lui, depuis l'âge de 21 ans, c'est-à-dire l'âge où il a terminé sa médecine, et il a fait 4 grands centres anticancéreux, il a même jugulé certains cancers, il a 83 ans, et il est sous le boisseau encore maintenant. C'est un très très grand bonhomme, Gernès. Oui. C'est lui, il avait sorti...
Il a été victime, alors lui, d'une omerta absolument incroyable. Il avait remis un rapport, j'ai fait un papier dans le Libre Journal il y a quelques mois là-dessus, il avait remis un rapport aux autorités politiques en disant il y a un moyen simple d'éviter au moins 50% des cancers. En prévention, mais c'est presque, c'est plus que ça, hein, c'est plus que ça. Et c'était un moyen très simple, c'est une prévention par l'alimentation et par l'hygiène de vie uniquement. Et puis la prise de... C'est la mise en acidose du... Voilà, la mise en acidose. C'est-à-dire, et qui correspond, comme quoi moi j'étudie, vous savez, je suis anthropologue et j'étudie les religions. Et pourquoi les 3 religions monothéistes et d'autres religions satellitaires préconisent un jeûne, une restriction alimentaire. C'est pas forcément... Si Dieu existe, et je pense qu'il existe, il n'aime pas le fait de s'abstenir de manger, c'est pas s'abstenir, de se réduire la nourriture, c'est quelque chose d'un peu désagréable. Si vous avez des clins d'œil comme ça dans les Saintes Écritures, c'est que ça vous indique que vous êtes en bonne santé. Dieu préfère qu'on l'honore en bonne santé que malade, ça c'est évident. Et c'est comme ça que j'explique, hein, je suis pas dans une secte, hein, comme vous pouvez le penser. Alors le fait, donc, ces 3 religions monothéistes préconisent le Ramadan, le carême et le Yom Kippour, qui lui était raccourci. Et pourquoi? Tout simplement par une réduction alimentaire, vous mettez votre biotope, c'est-à-dire votre organisme, en acidose. Et il ne peut pas y avoir de cancer. Il y a eu un prix Nobel qui l'a dit en 23, mais on a planqué cette découverte d'Otto Warburg, qui disait que c'est impossible qu'un cancer se développe sur un terrain acide. Et je vous donne un exemple, il n'y a pas de cancer du muscle. Pourquoi il n'y a pas de cancer de muscle? Il est inondé d'acide lactique. Et je vais même vous dire quelque chose qui pourrait être épouvantable pour la personne en question. Regardez, vous avez suivi le Tour de France, regardez Armstrong. Armstrong a eu un cancer. Moi, à mon avis, il est en train de se l'auto-guérir en faisant 5 heures de sport par jour. Il est gonflé, il est imprégné d'acide lactique. Et la chute, c'est que j'ai peur, quand il va arrêter le cyclisme, que tout cela rebondisse, si c'est pas bien jugulé. Vous comprenez? Il y a tellement de preuves. Il y a le bioélectromètre de Vincent, c'est-à-dire c'est un appareil qui a été mis au point par Vincent, qui est un physicien, un médecin, qui gérait les eaux de l'Île-de-France et qui a été étudié un peu plus loin. Et il a étudié donc les liquides humoraux, la salive, le sang et l'urine, et il s'est rendu compte qu'en faisant le bioélectromètre de Vincent, quand vous avez un pH alcalin, vous êtes sûr, c'est-à-dire un pH à 8, vous êtes sûr d'avoir un cancer. Et moi, j'ai des gens qui viennent me voir, je leur fais de temps en temps ce bioélectromètre, je ne leur dis pas, mais je leur dis, allez voir un peu plus loin, et on le trouve. Donc c'est prédictif. Puis vous avez des bilans qui nous échappent, qui sont interdits. Le bilan CEIA, c'est un bilan où on analyse les protéines. Les protéines, c'est ce qu'il y a de plus noble dans le corps. Et elles mémorisent, c'est une mémoire, la mémoire du corps. Et on a des tests bien précis que j'ai mentionnés dans mon livre. Comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, j'ai fait vraiment le tour de la question et je prends des risques, hein, parce que le cancer, c'est un gâteau. Je prends des risques. Si tous ceux qui s'y attaquent... Ouais. Ils ont des ennuis. D'ailleurs, on parlait de Gernez à l'instant. La suite, donc, je disais, Gernez a remis son rapport aux autorités politiques de l'époque. Et il y a eu une réunion au cours de laquelle des politiques et des patrons de laboratoire et des patrons de la médecine ont examiné la possibilité de mettre en route une énorme opération de prévention au niveau national, simplement en faisant une campagne en faveur du procédé Gernez, de mise en acidose du corps et de prévention par l'alimentation et tout. Et un des patrons de ces médecins, des professeurs qui dirigeaient la partie scientifique de cette réunion, a convaincu les politiques de ne pas faire cette campagne en disant ce serait une catastrophe, d'abord parce que ça représenterait une perte sèche formidable pour les laboratoires pharmaceutiques. Deuxièmement, parce qu'il faut penser que tous ces gens qui vont échapper au cancer et qui vont donc vieillir dans 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans, on les aura en surplus de vieillards dans les maisons de retraite et il faudra leur payer des retraites et ça nous coûtera une fortune. Et le résultat, ça a été que le rapport Gernez a été mis sous le boisseau et que Gernez n'a jamais pu le faire valider, alors qu'il avait par exemple été en contact quasiment direct avec Pompidou, qui lui avait dit dès que je serai président de la République, je ferai le nécessaire pour que ce soit appliqué. Eh bien, Pompidou est devenu président de la République et il n'a jamais rien fait. Nixon aussi aux États-Unis. Et Nixon aux États-Unis. Ce qui donne une idée de la formidable puissance du lobby pharmaceutique et du lobby de la mort.
je crois que c'est Lumière qui disait lui-même au début du siècle, l'un des frères Lumière, je sais plus lequel, je me rappelle jamais du prénom, qui disait le cancer fait vivre plus de gens qu'il n'en tue. Et c'est vrai que c'est un pactole phénoménal quand on pense aujourd'hui que, par exemple, en ce qui concerne non pas le cancer mais le sida, la trithérapie coûte par jour ce que le traitement Beljanski coûte par mois. Et on comprend pourquoi les laboratoires, évidemment, si ça coûte, ça rapporte. Et ils préfèrent avoir un produit qui rapporte 30 fois plus qu'un produit qui rapporte 30 fois moins. Ça, on peut les comprendre. Par conséquent, ils mènent une guerre féroce contre des gens comme Beljanski, contre des gens comme Le Ribot, qui, avec son G5, a des résultats stupéfiant, enfin prouvé, moi je l'ai essayé, ça donne des résultats tout à fait étonnants, contre des gens comme qui encore comme Benveniste, bien sûr. Là, il y a Prioré, Salonides, etc., qui sont des véritables martyrs de la médecine. Et ce que j'apprécie chez vous aussi, c'est le courage exceptionnel que vous avez d'oser dire ça, parce qu'il y a très très peu de médecins qui osent le dire. D'abord, ils passent au tribunal, et j'en connais qui sont interdits à vie, et ils vont en périphérie, ou ils vont vers l'Espagne, etc. Et on a eu des grands cancérologues qui traitaient en médecine naturelle. Il y a l'exemple formidable du docteur Masqui, Jean-Pierre Masqui, qui est à Nice, il a pignon sur rue à Nice, qui avait proposé une méthode de traitement, de prévention et de traitement de la sclérose en plaques. On peut pas faire plus simple. Enfin, en gros, il disait, prenez 2 douches par jour et marchez pieds nus. Parce que la sclérose en plaques est provoquée par une surcharge d'électricité statique. Si vous prenez des douches et que vous marchez pieds nus sur la terre, vous vous déchargez de votre électricité statique. Et je caricature, je résume, mais c'était ça en gros. Il a été radié du Conseil de l'Ordre, il a été interdit d'exercer, et on a attendu qu'il soit à la retraite pour lui rendre son honneur en disant c'est par erreur qu'on vous a exclu et qu'on vous a interdit d'exercer la médecine, c'est une erreur, maintenant que vous êtes à la retraite on peut vous le dire, donc vous pouvez être retraité de la médecine, alors qu'on l'avait empêché d'exercer sa profession lorsqu'il était en activité. C'est incroyable, on est engagé dans une véritable guerre à mort. Même à la communauté européenne, il n'y a aucun député qui représente les médecines naturelles, les médecines alternatives. Ce qui est intéressant, c'est que on discerne à travers ce que vous dites un véritable projet. C'est-à-dire que d'une part, vous avez une industrie alimentaire qui produit, enfin qui fabrique des produits qui sont des produits nocifs, qui donc génèrent des troubles, des maladies. Là-dessus, on s'oriente pour soigner ces maladies vers des traitements. Et on pourrait alors, en ce qui concerne les produits alimentaires, ils procèdent d'une agriculture qui a été mise en servitude par le politique, puisqu'on a interdit des tas de produits, où on a obligé les paysans à travailler de certaines manières, ce qui a donc donné des produits mauvais, qui sont traités par l'industrie alimentaire, qui en fait des produits encore plus mauvais, en injectant dedans des sucres, des antibiotiques, des choses comme ça. Facteurs de croissance. Des facteurs de croissance qui provoquent des maladies, lesquelles maladies doivent être soignées. Et à ce moment-là, l'État réintervient en bloquant la possibilité d'accès au traitement naturel et en obligeant à recourir aux produits de l'industrie pharmaceutique qui sont au moins aussi nocifs que les produits de l'industrie alimentaire qui provoquent les maladies. Et on a vraiment l'impression qu'il y a une coalition mafieuse entre le pouvoir politique et le pouvoir économique des industries agroalimentaires, alimentaires et pharmaceutiques, qui est au service d'un plan qui est un plan satanique, tout simplement. Bien sûr, on est piégé. Le projet, c'est de faire disparaître la plus grande part de l'humanité. Et il faut savoir que ça a été dit ça par Kissinger, par les Rothschild, par les Rockefeller et compagnie, qui disent qu'il faut réduire l'humanité des 9/10 quand même. C'est grave ce que vous dites là. Moi, je le sais, mais je n'osais pas le dire. Ouais, mais... et le sida. Et le sida aussi. Oui, parce qu'il n'y a pas de planning familial. C'est pas machiavélique, c'est pervers. Alors, le sida, il y a un mensonge là qui est en train de se développer depuis quelques jours. On nous dit les femmes sont plus touchées par le sida. Alors, c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire, c'est vrai
pour les pays considérés, parce que dans ces pays qui sont des pays de grande pauvreté et de mœurs, de religion primitive, la femme ne peut pas se refuser son mari, c'est absolument impossible. D'autre part, les maris sont habitués au vagabondage sexuel. Ils vont généralement travailler loin parce qu'ils n'ont pas d'argent, et là ils rencontrent des femmes et ils utilisent des prostituées. Et d'autre part, les prostituées sont de plus en plus nombreuses, étant donné l'état de très grande pauvreté. C'est le seul moyen qu'elles ont de vivre et de faire vivre leur famille. Donc naturellement, dans ces pays-là, le sida se développe beaucoup plus rapidement chez les femmes. Mais en Occident et dans les pays développés, c'est un mensonge absolu de prétendre que les femmes sont plus victimes du sida, car les femmes représentent une minorité dans la population atteinte du sida, l'immense majorité de cette population étant les invertis, premièrement, et deuxièmement, les utilisateurs de drogue par piqûre. Vous savez qu'il y a une explication biochimique. Vous ne pouvez pas faire de sida au niveau du vagin. Il a un pH acide. Voilà. Ça, c'est le bioélectromètre de Vincent qui vous le dit. En revanche, sauf si vous êtes drogué ou au moment des règles. Mais le rectum est très alcalin. Si vous mettez des germes au niveau du rectum, c'est une boîte de pétri, c'est une flambée. Ouais. Je ne suis pas moraliste, c'est la biochimie qui me le dit. Et le jour, si on pratiquait l'homosexualité, tous, il faudrait attendre des milliers d'années pour qu'il y ait des organes qui viennent vous protéger. Si c'est pas fait, la nature est toujours bien faite, il n'y a pas d'erreur. Bon, on la bouscule pas mal. Hein. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Donc, le pH est très alcalin et il n'y a rien, il n'y a aucune protection au niveau des ganglions lymphatiques, etc. Bande d'hétéro-cathos, allez vous faire cuire un œuf. Parce que vous savez que c'est les derniers qu'on peut continuer à insulter maintenant. Hein, c'est fini, le reste... Alors ça y est, après tout un tas de cinoches où ils nous ont eu dans le dos, la loi contre l'homophobie a été votée. Alors, il y a eu naturellement toute une série de magouilles, parce qu'ils ne peuvent pas résister, les députés. Ils sont tellement habitués à la crapulerie, à la malhonnêteté, à la magouille, que même pour des trucs comme ça, ils ont magouillé. Si bien que l'amendement Garot a été repoussé à la majorité en commission des lois, pas à la majorité, à égalité des voix, grâce à la complicité de Jérôme Lambert, le socialiste qui a voté avec l'UMP. Alors, pour des choses qui sont de l'intérêt national, vous ne ferez jamais voter un socialiste avec un chiracien. Pour taper dans la caisse, ils sont tous d'accord, mais pour voter ensemble, pas. Mais là, quand il s'agit d'une loi comme ça, qui interdit d'appeler un chat et une tante un PD, eh bien, ça, ils se mettent d'accord et ils votent. Et alors, le résultat, c'est que maintenant, on ne peut plus dire ce que je viens de dire, donc je vais vous quitter pour aller immédiatement en prison. Mais avant, je voudrais quand même signaler, quand je disais tout à l'heure, il y a que les cathos hétéros qu'on peut insulter, c'est pas tout à fait vrai. Pour l'instant, il y a encore deux catégories de personnes qui sont des sujets obligatoires, incontournables de la bonne blague, qu'on peut traîner dans la boue autant qu'on veut. C'est les belles-mères et les percepteurs. Alors, c'est un peu usé. Et les combattants d'Algérie. Ah ben non, il y a une chose qui me gêne un peu, c'est qu'à midi, j'ai déjeuné avec un jeune homme charmant qui est à la fois mon neveu et mon filleul, et il s'appelle Jérôme Lambert. Ah. Il a déjeuné avec son oncle. On tirera les conclusions qu'on veut, mais... J'espère que c'est pas le même. Voilà ce que je voulais dire. Il est encore arrivé une aventure. Il y a des choses quand même comme ça. Je me souviens quand j'étais gosse, je lisais les aventures de Bob Moran et je me disais Bob Moran c'est un personnage incroyable parce que moi je rentre dans un bistrot, je bois un coup, je m'en vais, il se passe rien. Bob Moran il rentre dans un bistrot, il y a un type qui rentre, qui tue la caissière ou n'importe quoi. Enfin il y a 10 000 petits hommes jaunes qui viennent prendre d'assaut la boutique qui est en face du bistrot. C'est des gens qui ont des aventures. Moi rien, il se passe jamais rien dans ma vie. Sauf quand je fréquente des banquiers, mais enfin en dehors de ça, c'est pratiquement rien. Oh, c'est rien. Et Roger, lui, toujours des trucs incroyables. Alors, je ne le cherche pas spécialement, mais ça arrive comme ça. J'ai terminé un bouquin voici peu de temps, il était à l'imprimerie. Et je m'étais arrangé, puisque je devais rentrer en clinique pour l'opération de la hanche que j'ai subie et qui se passe bien, je m'étais arrangé pour sortir pour la signature des écrivains combattants qui devaient se tenir au Sénat. Donc j'étais prêt pour aller à cette signature, le bouquin était prêt pour être livré, et la veille,
le 3 décembre 2004, je reçois chez moi un coup de fil d'un gars qui me dit que je suis indésirable au Sénat, que je n'ai rien à faire au Sénat et qu'on ne veut pas de moi. Bon. Alors c'est quand même un peu étonnant parce que j'appartiens à l'association des écrivains combattants, j'en suis assez fier, c'est une association qui tient la route, Je suis écrivain, je suis ancien combattant, donc j'ai toute raison d'être là. Et on me dit qu'il ne faut pas que j'aille à cette signature, que M. Poncelet, le directeur le président du Sénat, ne veut pas de moi. Et à la suite de ce coup de fil, qui quand même me bouleverse un peu, parce que je n'ai plus aucune confiance dans tous ces individus, mais je dis là, ça commence quand même à bien faire, j'ai reçu un certain nombre de coups de fil de gens qui m'ont dit, mais Monsieur Hollande, on vous connaît, vous êtes un type sérieux, vous savez que si vous insistez et si vous voulez venir au Sénat signer votre livre, vous risquez de créer de graves problèmes à l'Association des écrivains combattants et à son président, M. Toriac, parce que le Sénat ne lui donnera plus les salons dans les années à venir pour faire les dédicaces de livres. C'est du chantage. J'ai trouvé ça proprement honteux, dégueulasse, un chantage ignoble, surtout qu'à la suite de ce coup de fil, j'ai reçu d'autres coups de fil de gens me disant que je n'avais pas à me défiler, que j'avais qu'à aller là-bas, et je leur ai dit qu'ils n'avaient pas besoin de se tracasser, que je ne comptais pas du tout mettre les pouces et que je comptais bien aller sur place. Bon, j'étais quand même un peu embêté vis-à-vis de Toriac, parce que je le respecte, c'est un président qui gère bien son affaire, qui ne m'a jamais posé de problème sur mon appartenance politique et autres. Mais il y avait aussi un problème, c'est que le livre que je sors n'avait pas l'air de plaire à tout le monde. Le titre, c'est L'imposture Viet Minh, la trahison du Parti communiste et l'abandon de la métropole. C'est-à-dire le véritable problème de la guerre d'Indochine. On ne peut pas traiter de la guerre d'Indochine sans traiter de ce problème. Et plus on étudie la question, plus on s'aperçoit que l'aventure Viet Minh a été une immense imposture. Parce que les dirigeants communistes du Viet Minh n'ont été capables que d'amener une chose à leur peuple, la misère et la guerre. À ça, ils ont su faire la guerre. Et nous, nous soldats, on a toujours respecté le Viet Minh en tant que combattants. Personne ne peut dire que dans la bouche d'un soldat d'Indochine, un vrai, il y avait des insultes pour le combattant Viet Minh. On en a tué le maximum parce que c'était l'ennemi que la France nous avait désigné, que c'était l'ennemi communiste, et comme le disait le père Gégaud, qui était aumônier de la demi-brigade parachutiste de Bayonne, vous allez partir en Indochine, vous allez vous battre parce que la France vous a demandé de vous battre. En face, vous avez un adversaire. Eh bien, c'est un adversaire, c'est le communisme. Vous avez en face de vous le communisme. Alors, vous allez en tuer le maximum, mais puisque vous êtes chrétien, vous allez les tuer sans haine. Voilà ce que disait le père Gégaud. Tout ça, c'est bien loin du charabia d'aujourd'hui. Parce que je fais partie de ces gens qui commencent un peu à en avoir marre. Ce n'est pas moi qui ai déclaré la guerre d'Indochine. Ce n'est pas moi qui ai déclaré la guerre d'Algérie. J'étais dans des unités régulières de l'armée régulière de la République française, dirigées par des gens démocratiquement élus, qui nous ont envoyés à la guerre. Et quand on envoie des soldats à la guerre, c'est pour qu'ils gagnent la guerre. Donc nous avons fait ce qu'il fallait pour gagner ces guerres. Alors aujourd'hui, qu'un type vienne sur mon téléphone portable, je ne sais comment il a pu avoir le numéro, mais enfin, on s'aperçoit aujourd'hui que n'importe qui peut avoir le numéro de n'importe qui, en passant par Pierre-Paul Jules, me disant, si vous insistez pour aller signer votre livre, qui est un véritable travail d'historien. Mais nous, gens de droite, on ne peut pas être historien. N'importe quel camp de gauche se prétend historien, même s'il ne connaît rien à l'histoire. Mais nous, on peut travailler 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça fait 40 ans que je travaille sur la guerre d'Indochine. Je ne suis pas un historien. Je serai, d'après eux, un Jean Foutre. Mais moi, j'en ai marre. Je ne suis pas un Jean Foutre. Alors j'ai dit, je vais là-bas. Et puis,
c'est tellement le foutoir dans cette République que je suis rentré au Sénat sans que personne ne me demande rien, parce que je suis rentré par derrière. Et comme je connais le Sénat, j'ai été me mettre à ma place où les livres étaient là. Et puis ils se sont aperçus que j'étais dedans. Bon, mais comme je viens d'être opéré et que je me balade avec des béquilles, j'avais mes béquilles à la main, j'ai dit qu'ils viennent me virer, qu'un espèce de connard vienne me dire que ma place n'est pas là. C'est quand même assez honteux, c'est quand même ahurissant. Et parmi les gens qui m'ont téléphoné pour me dire de faire preuve de diplomatie, parce que nous aussi on est incapables, soi-disant, d'être gentils, on est incapables d'être diplomates, mais il y a un gars qui m'a téléphoné pour me dire, Hollande, il vaudrait peut-être mieux que tu t'abstiennes parce que tu vas apporter des graves problèmes à Toriac. Bien, ce mec qui m'a téléphoné pour me dire ça, et c'est ça qui m'a touché le plus, j'ai été son copain de tranchée, son copain de trou. Il était lieutenant et moi j'étais simple radio. Parce qu'on venait de subir l'assaut des forces viet dans la bataille du Bavi, dans la bataille de la Rivière Noire, une des plus grandes batailles de la guerre d'Indochine. Et au dernier moment, comme il fallait des mecs démerdent dans les survivants de la compagnie, dans les survivants du bataillon, ça chiait dans toute la région, c'était une offensive viet absolument incroyable. Eh bien, c'est un de ces hommes qui était mon chef à ce moment-là, qui trouve le moyen de me téléphoner pour me demander au nom de je ne sais quel franc-mac et au nom de je ne sais quel pourri de ne pas aller signer mon bouquin au Sénat. Voilà sur quoi on joue aujourd'hui. Parce que si nous ne disons pas non, si nous ne mettons pas les pouces, nous ne sommes pas des gens sérieux, nous ne sommes pas des gens gentils. Roger, moi, je dis que tout ça commence quand même à être un peu gros. Il faut ajouter quand même que ce type, cet ancien compagnon de Grancher, dont tu étais le radio en Indochine et qui te demande de ne pas venir, aujourd'hui, il est général du cadre de réserve. Il est général, oui. Il est GGN. Mais je ne donnerai pas son nom. Non, il ne s'agit pas de donner son nom, mais il s'agit de montrer que même un type comme ça, qui doit avoir maintenant 85 ans, mais qui n'a plus rien à gagner, qui n'a absolument plus rien à perdre, plus rien à gagner et tout, mais il a tellement l'habitude de ramper, de courber les chines, que il téléphone, il a cette impudence invraisemblable, cette crapulerie morale de téléphoner à un ancien camarade de combat pour lui dire, écoute, ne viens pas, parce que tu vas nuire à quoi? C'est extrêmement le sentiment de rendre service. C'est quand même à dire, parce que je n'en ferai pas une histoire. J'ai envoyé une lettre au président du Sénat. Est-ce que j'ai le temps de la lire? Bien sûr, oui. Alors voilà la lettre que j'ai envoyée au président du Sénat. Monsieur le Président et chers collègues, parce qu'il est sénateur, je suis ancien député et je suis conseiller régional d'Île-de-France. Mais comme t'es pas formel, le vendredi 3 décembre 2004, en soirée, un coup de fil de l'association des écrivains combattants, à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir en tant qu'écrivain et en tant que combattant, m'informait que j'étais indésirable à la signature organisée par cette association dans les locaux de votre prestigieuse assemblée. Dans les heures qui suivirent, des coups de fil, dont certains anonymes, chez moi, sur mon portable et à mon bureau, m'invitaient à me conduire dignement et surtout à ne pas créer de problème à M. Michel Toriac, président de l'association des écrivains combattants, pour lequel j'ai d'ailleurs le plus grand respect. Longuement, un correspondant tenta de m'expliquer mon devoir, à savoir que si je persistais à vouloir venir signer mon dernier ouvrage, l'association des écrivains combattants, dont Michel Toriac se verrait privé des locaux pour les années à venir. Incroyable chantage. L'un de mes interlocuteurs me connaissait parfaitement. J'avais en effet, au moment de la percée viette sur Hanoï, combattu des semaines à ses côtés durant la bataille dite du Bavi et de la Rivière Noire, où nos troupes, sous l'impulsion du général Delattre, infligèrent des pertes terribles aux forces du Viet Minh, mais laissaient sur le terrain des centaines de morts, dont, entre autres, la moitié de la 10e compagnie à laquelle j'appartenais, dépendant du 5e bataillon de commandos parachutistes coloniaux. Il est bien entendu que je n'ai jamais eu l'intention de nuire en quoi que ce soit à l'association des écrivains combattants, qui m'a fait l'honneur de me compter parmi ses membres, place que je pense méritée par mes combats et par mes écrits. J'étais beaucoup plus peiné par les problèmes que je risquais d'imposer à Michel Toriac en personne. Heureusement, celui-ci eut l'honnêteté et le courage de me téléphoner personnellement pour me demander de prendre la décision que j'estimerais la plus juste.
C'est pourquoi je me suis rendu à cette séance de dédicace. Je suis rentré dans les locaux du Sénat et j'ai été prendre ma place à ma table de signature où trônait mon dernier ouvrage, L'imposture Viet Minh, qui passe aux yeux de nombreux spécialistes comme l'un des livres les plus sérieux parlant de notre guerre d'Indochine. Inutile de dire que cet après-midi s'est fort bien passé, car je suis toujours dans ce genre de manifestation l'un des auteurs le plus couru. Le lendemain, je pouvais lire dans le journal Libération l'encadré suivant. Confidentiel, Hollande, FN, privé de colloque au Sénat. Vice-président du FN, Roger Hollande devait participer à la rencontre des écrivains combattants samedi au Sénat. Patronné par Chirac, cette réunion est organisée par Michel Tauriac, co-auteur de De Gaulle, mon père, avec Philippe de Gaulle. Pressé par le cabinet de Poncelet, il a décommandé au dernier moment le dirigeant lepéniste. Il est quand même un peu gros. Que ce soit ce journal qui ne vit et ne survit qu'avec l'argent du grand capital, pour qui la vie de nos camarades dans toutes les dernières guerres dites coloniales n'a pas compté pour grand-chose, qui fut le seul à mentionner cet événement. Ce quotidien d'ultra-gauche est d'ailleurs dirigé par M. Serge July, qui n'a pas hésité à se faire déclarer débile mental pour ne pas aller faire son service en Algérie. Je tiens, Monsieur le Président, à vous poser une question très sérieuse à laquelle je vous demande de répondre, car je ne laisserai pas les choses en l'état. Je me battrai tant qu'il le faudra pour avoir cette réponse. Qui a pris la décision de demander que je sois exclu de cette signature de livre? Est-ce bien vous? Est-ce quelqu'un de votre entourage? Et dans l'affirmative, pour quel motif? Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée. Et là, pour une fois, j'ai quand même mis mes titres, j'ai quand même mis ce que je suis, j'ai quand même mis ce que je fais. Je suis un des plus jeunes résidents de France. En ce qui concerne l'Algérie, je ne l'ai pas fait mieux que les autres, mais je l'ai fait très bien. J'ai été cité pour mon action envers la jeunesse musulmane des Oreste Mencha. J'ai fait tout ça avec mon sang, j'ai fait tout ça avec mon fric, j'ai fait tout ça avec mon argent, avec mes propres deniers. Je commence à en avoir par-dessus la tête. Mais comment peut-on s'étonner quand on voit que l'autre soir, par exemple, il y a deux soirs, on voit à la télévision Monsieur le Président de la République, Jacques Chirac, inaugure une plaque sur lesquelles la Seine en l'honneur des soldats français de la guerre d'Algérie. Ça dure 30 secondes et après, pendant 10 minutes, un espèce de connard du contingent vient nous expliquer qu'il pleure toutes les nuits parce qu'il a organisé, sur ordre de son sous-ordre, une corvée de bois en Algérie et qu'il a tué un Algérien. Toutes les tueries du FLN, tous les assassinats du FLN, tout ce que la France a fait de bien en Algérie, tout ça, ça n'intéresse plus personne. C'est la chienlit généralisée tous les jours. Il faut absolument qu'ils aient la peau des combattants qui ne veulent pas mettre les pouces. Eh bien, moi, je le dis encore ce soir, et je le crierai bien haut, je ne mettrai jamais les pouces. Moi, je les emmerde. Bravo, Roger. Bravo, Roger. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire. Et puis, ça c'est un peu technique, donc il vaut mieux lire votre article qu'en parler à la radio, mais... Enfin, quoique, si vous me permettez, Serge, je dirais un mot sur la natalité. J'ai réussi à me procurer par des biais assez détournés et des sources multiples, les vrais chiffres de la natalité en France. Bon, il n'y en a pas, j'ai les chiffres essentiels, ça prend 2 minutes à les donner. Il faut savoir qu'officiellement, le taux de natalité en France est de 1,8. Mais quand on le répartit par couche, je dirais, ethnique, voilà, si on fait une étude ethnique, les résultats sont très intéressants. Le taux de natalité des Français de souche est de 1,2, ce qui est extrêmement bas. Le taux de natalité des Maghrébins, que l'on pourrait croire élevé, a complètement chuté ces dernières années et est tombé à 2,5. Parce que maintenant, beaucoup de Maghrébines refusent de faire des enfants. Elles se sont complètement occidentalisées. Elles refusent d'enfanter. Le taux de natalité des Africains est très élevé encore, puisqu'il est de 4,9. Et alors là, ça va étonner, mais la communauté, si j'ose dire, religieuse, ethnico-religieuse, qui a le taux de natalité le plus élevé en France, et qui est une anomalie, comme l'avait dit... C'est la famille Fersan. Moi, la famille Fersan, nous sommes sous les quotas, puisque c'est la communauté catholique traditionnaliste, qui a, à l'heure actuelle, un indice de fécondité de 6,4 enfants par femme, et c'est une anomalie démographique, puisque alors que toutes les courbes démographiques baissent, ce qui est entre guillemets une évolution démographique normale dans notre société, eh bien celle des catholiques traditionnalistes, on constate depuis 20 ans que le taux de natalité augmente.
Mais ça, c'est parce que Saint-Nicolas lance un concours. Je crois. Je suis absolument certain. Mais sachant que les personnes, nous allons avoir le 5e en janvier, nous sommes encore sous le quota. Mais je fais confiance à ma petite femme pour que nous soyons d'ici 3 ans au-dessus du quota. Les travaux se poursuivent. Voilà, exactement. C'est très bien. Vous avez aussi un papier très intéressant sur le Prestige, oui, le naufrage du Prestige, dont vous dites carrément que c'est un acte de guerre. C'est un acte de guerre, oui. D'ailleurs, je me suis fondé sur une petite histoire de politique fiction qui est parue il y a une dizaine d'années et qui disait exactement le scénario du Prestige, puisqu'il était question à l'époque du Mexique, qui avait une énorme dette vis-à-vis des États-Unis, et donc le Mexique se livrait à un chantage au gouvernement américain. C'était soit l'annulation de la dette mexicaine, soit les Mexicains faisaient échouer des pétroliers sur les plages de Kokomo et de Miami Beach en Floride, qui ruineraient donc ce qui passe pour les plus belles plages des États-Unis. Et donc c'est vrai que quand j'ai vu cette histoire du Prestige et surtout tout ce qui entoure ce mystérieux bateau que personne n'avait voulu, qu'aucune compagnie pétrolière n'avait voulu affréter tellement il était dans un état de déliquescence absolue, et qui, alors qu'il partait à la casse à Singapour, a fait une dernière cargaison de fuel, alors qu'il n'aurait jamais dû recevoir du pétrole puisqu'il partait directement à la casse, est venu bizarrement s'échouer sur les côtes françaises, alors que précisément le propriétaire de la compagnie avait un certain contentieux, pour ne pas dire un contentieux certain, avec le gouvernement français. On est en droit de se poser des questions, et je prends d'ailleurs tout à fait le droit de poser des questions et d'y apporter ce que j'estime être des réponses.